Il y a une continuité entre l'enfant qu'il a été et l'adulte qu'il est au moment où il écrit les Confessions à la fin de sa vie. C'est en trouvant sa source dans l'enfance que l'on peut le comprendre. Ces longs détails de ma première jeunesse auront paru bien puérils et j'en suis fâché. Quoique né homme à certains égards, j'ai été longtemps enfant et je le suis encore à beaucoup d'autres. Je n'ai pas promis d'offrir au public un grand personnage, j'ai promis de me peindre tel que je suis et pour me connaître dans mon âge avancé, il faut m'avoir bien connu dans ma jeunesse. Comme en général les objets font moins d'impression sur moi que leurs souvenirs et que toutes mes idées sont en images, les premiers traits qui se sont gravés dans ma tête y sont demeurés et ceux qui s'y sont empreints dans la suite se sont plutôt combinés avec eux qui ne les ont effacés. Il y a une certaine succession d'affections et d'idées qui modifient celles qui les suivent et qu'il faut connaître pour en bien juger. Je m'applique à bien développer partout les premières causes pour faire sentir l'enchaînement des effets. Je voudrais pouvoir en quelque façon rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur, et pour cela je cherche à lui montrer sous tous les points de vue, à l'éclairer par tous les jours, à faire en sorte qu'il ne s'y passe pas un mouvement qu'il aperçoive, afin qu'il puisse juger par lui-même du principe qu'il éprouve. Je vais lire un passage des égalités naturelles de Rousseau. Il est aisé de voir qu'entre les différences qui distinguent les hommes, plusieurs passeports naturels qui sont uniquement l'ouvrage de l'habitude et des divers genres de vie que les hommes adoptent dans la société. Ainsi, un tempérament robuste ou délicat, la force ou la faiblesse qui en dépendent, viennent souvent plus de la manière dont a été élevé que de la constitution primitive des corps. Il en est de même des forces de l'esprit. Et non seulement l'éducation met de la différence entre l'esprit cultivé et ceux qui ne le sont pas, mais elle augmente celle qui se trouve entre les premiers à la proportion de la culture. Or, si l'on compare la diversité prodigieuse d'éducation et de genre de vie qui règne dans les différents ordres d'état civil, avec la simplicité, l'uniformité de la vie animale et sauvage où tous nourrissent des mêmes aliments, vivent de la même manière et font exactement les mêmes choses, on comprendra combien la différence d'homme à homme doit être moindre dans l'état de nature que dans celui de la société, et combien l'inégalité naturelle doit augmenter dans l'espèce humaine par l'inégalité d'institution. Nous sommes à l'hôtel de ville et je vais lire un texte de l'enseignement écrit par Jean-Jacques Rousseau dans un extrait de l'Émile. Émile n'apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naïves, toutes charmantes qu'elles sont. Car les mots des fables ne sont pas plus les fables que les mots de l'histoire ne sont l'histoire. Comment peut-on s'aveugler assez pour appeler les fables la morale des enfants sans songer que l'apologue, en les amusant, les abuse? Que séduits par le mensonge, ils laissent échapper la vérité. Et qu'est-ce qu'on fait pour leur rendre l'instruction agréable les empêche d'en profiter? Nous sommes au 10 Grand Rue, la maison de l'oncle de Rousseau dans laquelle il a vécu quand il est rentré de Genève après son bel épisode d'Annecy. Alexandra est devant des livres pas d'époque, mais des vieux livres.
Et elle va lire un extrait du contrat social sur son BlackBerry. Il est intéressant de voir que même si le support change, si l'on est passé du papier à l'électronique, le texte ne change pas. Le texte ne change pas parce que l'homme ne change pas. Et les lecteurs que nous sommes ont besoin de nourriture intellectuelle qui ne change pas. Peu importe le support. À toi, Alexandra. Je veux chercher si, dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres en prenant que les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. Nous sommes sur la rampe de la Treille où Rousseau enfant se promenait avec sa tante Susan. Rousseau est proche des thèses humanistes de Rabelais dans l'abbaye de Thélème. Rabelais dit « Fais ce que voudra » aux étudiants et Rousseau estime dans le chapitre 8 du contrat social que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est la liberté. Nous sommes ici à Manor, là où vécut Rousseau et son père et son frère, de 1718 à 1722. Alors je vais lire un extrait de Lettres écrites de la montagne. Ma patrie ne m'est pas tellement devenue étrangère que je puisse voir tranquillement opprimer ses citoyens, surtout lorsqu'ils n'ont compris leurs droits qu'en défendant ma cause. Je serais le dernier des hommes si dans une telle occasion j'écoutais un sentiment qui n'est plus ni douceur ni patience, mais faiblesse et lâcheté dans celui qui l'empêche de remplir son devoir. Rien de moins important pour le public, j'en conviens, que la matière de ces lettres. La constitution d'une petite république, le sort d'un petit particulier, l'exposé de quelques injustices, la réfutation de quelques sophismes, tout cela n'a rien en soi d'assez considérable pour mériter beaucoup de lecteurs. Mais si mes sujets sont petits, mes objets sont grands et dignes de l'attention de tout honnête homme. Laissons Genève à sa place et Rousseau dans sa dépression. Mais la religion, mais la liberté et la justice. Voilà, qui que vous soyez, ce n'est pas au-dessus de vous. Un extrait des rêveries du promeneur solitaire. Marc-Antoine, c'est un extrait où Rousseau se plaint. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même, le plus social et le plus aimant des humains, m'a été proscrit. Par un accord unanime, ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tournement pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon affection. Et voilà donc étrangers, inconnus, nuls, enfin pour moi qu'ils puissent, pour moi puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout que je suis moi-même. Voilà ce qui reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi. Nous sommes sur l'île Rousseau, malheureusement inaccessible pour cause de travaux, et je vais lire un extrait du discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau.
Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs habits de peau avec des épines ou des arêtes, à se préparer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou à embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique. En un mot, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux tant qu'ils pouvaient l'être par la nature, et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d'un commerce indépendant. Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec la moisson.